vous n'avez pas votre plage privée. Ah bah encore en tout cas. Il y a donc bien des endroits qu'on accepte de partager parce qu'on comprend qu'on ne peut pas les avoir chacun pour soi. On est un peu sur un retour de l'individualisme en ce moment. C'est ça que donne l'illusion de la digue, c'est-à-dire que chacun a pour soi son truc. Et donc c'est plus possible. Moi je trouve ça pas mal que ça soit plus possible en vrai. Et Édouard Philippe qui est venu visiter le chantier que je démarre l'autre jour, il m'a dit mais Eric, mais vraiment tous les enfants devraient voir ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vers demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de très nombreux Français. Comment est-ce qu'on continue de vivre dans un pays où il y a de nombreuses catastrophes naturelles? C'est vrai qu'entre les tempêtes, les inondations, ces maisons qui sont détruites, c'est aussi beaucoup de vies bouleversées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les inondations en France, c'est le premier risque naturel. Ça concerne 18 millions de Français, un Français sur 4. Donc, c'est absolument gigantesque. Et face à ce danger, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a ceux qui veulent totalement partir, ceux qui veulent construire des digues pour vraiment freiner le problème. Et puis, il y a une autre voie. Et ça, c'est une troisième voie que mon invité du jour a, lui, eu envie d'explorer. C'est Éric Daniel Lacombe. Il est architecte, urbaniste et enseignant. Et lui, il a passé sa vie à chercher comment concilier la nature et l'habitat. Et plutôt de construire contre la nature, eh bien, lui, il le fait avec cette nature. Et on apprend plutôt à vivre avec elle plutôt que contre elle. Alors plutôt aussi que d'opposer les élus, les habitants, l'État ou les assureurs, eh bien il a l'idée de mettre tout ce petit monde autour de la table et de les faire discuter. Et l'idée n'est pas de revenir en arrière, c'est plutôt de dire à voix haute, on ne pourra pas tout empêcher, il y a cette réalité, mais on peut apprendre à habiter autrement. Dans cet épisode, on va parler d'adaptation, de dialogue, d'engagement collectif et de cette énergie qui permet, face au chaos, de remettre du sens et de la vie là où on habite. Bienvenue dans l'histoire d'Éric Daniel Lacombe, un homme qui découvre que l'architecture ne doit pas s'opposer à la nature, mais qu'elle est en pleine transformation vers demain. Bonjour Éric. Bonjour Chloé, merci pour cette invitation. Alors la petite introduction, vous en avez pensé quoi déjà? Bien, je pense que vous avez très bien résumé le problème. Le problème, c'est que plus les choses bougent, je veux dire le vent, l'eau, qu'on appelle l'inondation, le vent, c'est souvent l'incendie, les tremblements de terre, moins les gens souhaitent bouger. C'est ça le problème initial. C'est-à-dire que, évidemment, à chaque transformation, on considère que soit ça va passer, que c'est la première et la dernière fois, soit que ça n'aurait pas dû arriver et que finalement maintenir vraiment de façon arc-boutée le monde tel qu'on le connaît, plus rassurant, plus fixe, est quand même une première des réponses. Et c'est pour ça que le chemin des digues que vous dénoncez et qui finalement ne marche pas si bien que ça, puisque dès qu'elles sont dépassées, c'est encore plus grave, le chemin des digues représente celui de la façon dont les populations préfèrent que les choses ne bougent pas. Et pour introduire un phénomène de société, un phénomène social, on comprend que toutes les populations auraient envie qu'on les protège, le demandent souvent au système étatique, et bien évidemment, chaque fois que le gouvernement propose une adaptation, eh bien la réponse est souvent non par la population elle-même. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit avec les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, on le voit aussi avec tout ce qui est au rapport à la nature, évidemment la voiture électrique, mais on comprend que si on ne pose pas les choses de manière un peu plus contradictoire, de manière un peu plus en arbitrage, que d'opposer un camp et un autre, comme vous l'avez très bien introduit, la nature et la ville, le local et le national, les habitants et les réglementations, eh bien on n'avance pas beaucoup. Et ça, étonnamment, vraiment de manière très spécifique, les architectes se retrouvent à un endroit inattendu pour eux, parce que nous représentons l'architecture, c'est-à-dire un art de la transformation, à un moment où personne ne souhaite la transformation. Et ça, c'est pas rien parce que ça nous oblige à faire d'autres dessins plus collectifs où la solution ne sera pas celle de l'architecte. Ça, c'était vraiment le XXe siècle. D'ailleurs, les digues sont un héritage de tout ça aussi. Mais d'une conversation où tout n'est pas possible ensemble et en permanence. Et je crois que l'architecture permet cette petite discussion inventive et créative.
Alors, on va en revenir sur le sujet un petit peu plus tard, effectivement, parce que c'est vraiment important de bien comprendre tout cet enjeu-là. Mais avant, je voulais quand même comprendre qui était Eric et comment est-ce qu'à un moment, vous avez décidé d'utiliser votre métier d'architecte pour aider finalement le collectif. On va voir que ce n'était pas si évident quand même à la base. Mais d'où venez-vous? Où vous êtes né? Quelle était votre famille? À quel moment vous avez eu cette vocation pour l'architecture? Je suis, mais vraiment très, très bêtement, issu d'une famille des plus classiques. Entre Paris et la côte basque, je suis né par hasard au bord de la mer. Je dis ça parce que c'est mon premier élément sensible avec lequel je suis confronté. Une famille où la répartition des rôles entre le père et la mère sont aussi pratiquement ceux du 19e siècle. Une famille où je trouve que tout est très immobile. Je le sens très tôt. Et j'ai cette façon de m'intéresser à des vulnérabilités en même temps qu'à la nature. C'est-à-dire que je m'intéresse très vite, très jeune, à la question de la pluie et de la résistance en forêt. Quand mes parents m'envoient faire 7 ans de scoutisme, je m'intéresse à la question de la vulnérabilité quand je vois ma grand-mère dépérir. Et je me dis qu'il faut faire quelque chose, pardon de jouer un peu au philosophe ou à celui qui veut un peu sauver le monde, mais j'ai ça en moi très vite. Et donc, je décide non pas de faire ce que souhaitait faire que je fasse comme souhaitait me le dire mon père, de être ingénieur ou faire les grandes écoles. C'était la voie toute tracée, en fait, c'est ça? Oui, vous voyez, vous êtes à l'école, ni brillant, ni pas brillant, et on pense que vous allez être quelqu'un de doué. Et je décide de faire de l'architecture parce que je comprends qu'il va y avoir quelque chose entre, on pourrait dire, l'art et la science, entre la connaissance du monde et la façon d'agir dessus. Et puis, je suis quand même très âgé, je suis né en 1959. Et Quand même. Oui, mais pour donner des dates importantes pour les gens qui vont nous regarder, 59, c'est vraiment l'époque où on ne compte pas le pétrole, on ne compte pas les déplacements, où à la fois c'est fixe et à la fois on gaspille beaucoup d'énergie, et en parler n'est pas possible. On laisse passer quand même les années 72, qui sont quand même le grand rapport où on comprend que finalement il y a des limites planétaires et que ça va être compliqué. Et en 72, on a des cours comme ça à l'école, je le pressens, et il ne se passe rien. Et donc, quand je m'engage dans l'architecture, je ne fais pas n'importe quelle architecture. C'est-à-dire que je m'engage très vite pour être aux côtés des personnes âgées. Je travaille des années pour maintenir simplement les personnes âgées à domicile. Voilà une question architecturale. On ne l'emporte pas. Les personnes âgées sont placées dans des résidences pour personnes âgées. Je pense que c'est un chemin qui ressemble à celui des digues, c'est-à-dire qu'on les sépare de la société. Vous voyez, cette question de l'étanchéité, ça c'est pour les personnes âgées. Je continue avec les foyers de jeunes travailleurs, où je vais chercher comme ça des connaissances en Scandinavie, où je pense que la colocation va être meilleure que l'individualisation, la séparation, au nom de la douche pour chacun et non pas la douche collective. Voilà des référendums qui m'agacent. Vous voyez, si vous dites à des gamins dans un foyer de jeunes travailleurs, alors qu'ils sont en rupture familiale, que la vie n'est pas simple, qu'ils ont 16 ans, et on leur pose juste la question, est-ce que vous voulez une douche individuelle ou une douche collective? Ils choisissent la douche individuelle. Ça les entraîne dans un isolat absolument épouvantable. C'est ça la façon dont on pose aujourd'hui encore les questions. Est-ce que vous préférez une digue et être à l'abri, ou vivre avec? Eh bien, tout le monde choisit encore une digue et être à l'abri. Je pressens ça à un moment où des questions d'investissement, des questions de société, des questions de dessin, vous voyez, est-ce que vous faites un logement tous les 2,70 m de large qui augmente parce qu'on le mesure, la rumeur, l'isolement, la prostitution, la drogue, vraiment des situations qui ne font qu'empirer, exactement comme pour les personnes âgées. Du coup, on comprend que j'ai une sensibilité. On me demande de m'occuper des résidences Alzheimer, c'est-à-dire des maladies très complexes. Et donc, je développe une attitude où l'architecte fait des dessins et que la société peut les choisir. Mais parce que ça se matérialise comment? On a du mal à se dire qu'en tant qu'architecte, vous pouvez avoir ce pouvoir d'arriver à recréer du lien, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, j'ai aucun pouvoir, mais j'ai une technique qui s'appelle l'évaluation en même temps que l'invention. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me pose une question, je passe un temps fou à faire des enquêtes. Presque
comme vous, Chloé. C'est un travail de journaliste. Voilà, exactement comme vous. C'est-à-dire que quand on me parle des personnes âgées ou des Alzheimer, je vais visiter une centaine de résidences personnes âgées ou Alzheimer. Vous voyez, l'idée, ça c'est très important pour votre émission, l'idée que si on veut être vert demain, il faut être aussi en connaissance de ce qui se faisait hier. Et ça, sinon on ne sait rien. Mais les gens du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, ne dit pas autre chose. Connaître la façon dont ça se passe depuis des milliards d'années nous aidera à comprendre la façon dont demain se développera des métamorphoses. Et donc, quand vous comprenez, au bout de la 100e résidence de personnes âgées ou Alzheimer, que les hypothèses pour les sauver d'eux-mêmes, pour éviter la fugue, pour rassurer la famille, c'est souvent de droguer chimiquement la personne ou de l'attacher à un fauteuil ou de fermer la porte à clé. Évidemment, le jeune architecte que je suis est très en colère. Je me dis, comment se fait-il que l'espace ferme des portes au lieu de les ouvrir? Et ça paraît fou. Mais en même temps, si vous les ouvrez, vous avez un procès avec la famille qui dit, vous avez perdu ma personne âgée. C'est ça que j'appelle une contradiction. Vous voyez, c'est ça que j'appelle un choix difficile. Vous enfermez pour protéger, mais si vous ouvrez à tous les vents. Donc je pense à ce moment-là que l'architecture se situe dans ce jeu-là. Pour prendre un exemple excessivement précis, parce que je m'intéresse du coup à d'autres univers, parce que les gens se disent, tiens, voilà une façon de décider de notre avenir. Non pas des référendums à une voix, mais des façons de se disputer pour fabriquer. Eh bien, les cours de récréation des écoles, sur lesquels je travaille aussi, qui est un sujet, on le voit encore aujourd'hui, on voit maintenant les collèges sont incriminés, on va voir que le lycée, c'est pareil. Est-ce que la violence, est-ce que le bien-être, eh bien, on les appelle plus des cours de récréation, on les appelle, parce qu'on a fait une enquête auprès des enseignants, des espaces de jeu surveillés. J'insiste parce que c'est pratiquement ce que je dirais après sur les inondations. S'il n'y a pas de jeu, eh bien, il n'y a pas d'école, mais il n'y a pas de jeu possible sans surveillance. Mais si vous placez le curseur du côté de la surveillance, on va dire qu'à ce moment-là, vous privez les enfants de jeu et la vie devient impossible et la vie dans l'école devient détestable pour toute une série des enfants qui se mettent en rupture scolaire. Cette, je ne vais pas dire dialectique, cette opposition de réunir comme ça un terme qui est le jeu et un terme qui est la surveillance, vous voyez bien que tous nos débats politiques sont là-dessus. Il y a ceux qui pensent que tout devrait être jeu, il y a ceux qui pensent que tout devrait être surveillance, et on voit plus il y a des faits divers, plus chacun choisit son camp. Eh bien non, je pense que c'est les deux qu'il faut dessiner. Et d'ailleurs, la réalité, quand vous visitez une cour d'école, vous vous rendez compte que les enseignants eux-mêmes sacrifient à l'abandon les espaces qui ne sont pas surveillables. C'est-à-dire que si même vous avez investi 1000 mètres carrés d'une cour avec de l'argent public, mais qu'il n'y en a que 800 qui sont sous l'œil de la maîtresse, pardon, c'est pas une équipe de genre, mais c'est souvent des maîtresses, en fait, vous avez construit 200 mètres carrés pour rien, et donc ça, c'est à nouveau un début de perte d'énergie. Ça vous est venu à quel moment cet engagement? Parce que rarement on pense à un architecte qui puisse s'engager comme vous le faites pour essayer de recréer des espaces, pour apporter plus de dignité finalement aux personnes âgées ou dans les foyers de travailleurs, comme vous êtes en train de l'expliquer. On pense plutôt à l'architecte qui va dessiner sa maison, par exemple, plus tard. Donc c'est un choix quand même très personnel ce que vous avez fait. Un choix très personnel et pour être quand même pas trop immodeste, très lié à mes insuccès. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le même temps où je suis avec ces grands problèmes de société, je crois gagner avec un architecte très connu, Alain Sarfati, le concours du grand stade de football pour lequel nous arrivons finalistes. Donc, il y a une part de moi, mais on est tous comme ça, qui pense que je vais devenir un architecte célèbre et une part de moi qui pense que l'architecture peut aider à changer le monde. Évidemment, vous avez compris, c'est parce que j'ai perdu le grand stade de Saint-Denis avec Sarfati que je fais, d'une certaine manière, pour gagner ma vie, ce travail sur les écoles, sur les universités, sur la Sonacotra, qui sont quand même l'habitat des travailleurs migrants, qui vivent quand même, pour vous donner les chiffres, dans des chambres soit de 4,5 mètres carrés, soit de 7,5 mètres carrés. À peine 5 mètres carrés? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous visitez des endroits où vous voyez des gens qui sont coupés comme ça de la totalité de leur famille, qui envoient l'argent et qui vivent dans 4,5 mètres carrés. Évidemment, au moment, et je peux le dire très tranquillement pour le président de la Sonacotra quand il nous appelle, au moment où il nous appelle, c'est un moment, en fait, économique pour lui, plus qu'éthique. C'est pas
ce qu'on me demande toujours de dire et de faire et que je ne fais jamais, des leçons de morale sur le siècle d'avant ou les années d'avant, c'est un moment où finalement le monde actuel, c'est-à-dire, est refusé par la population. C'est ce moment-là qui va nous emmener sur les catastrophes naturelles, et c'est ce moment-là qui est complètement passionnant en 2025. C'est le moment où les chambres des foyers Sonacotra ne se louent plus et les gens préfèrent partir dans le domaine privé plutôt que public. C'est ces moments de bascule qui font qu'à un moment, quand je vais croiser la catastrophe, et je crois qu'on va en parler, font que je me dis que là, on peut aider. Mais vous avez compris qu'il y a toujours une part de moi qui rêvait d'être un Frank Lloyd Wright aux États-Unis ou un Frank Gehry ou un Hans Scharoun en Allemagne pour faire les plus beaux bâtiments du monde. Mais finalement, je ne suis pas de ce côté-là. Et je suis amené à faire des bâtiments les plus intéressants possibles au regard de cette problématique de transformation. Oui, parce que votre métier est vraiment crucial aujourd'hui pour permettre de s'adapter à ce monde qui est en plein bouleversement. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de catastrophes naturelles en France que ces dernières années. Il y a eu un déclic à un moment qui vous a fait basculer sur le fait de vous intéresser concrètement à l'architecture en zone inondable. J'ai un deuxième échec. Pour continuer. Allons-y dans les échecs, non, mais ils sont très formateurs, c'est ça qui est intéressant. Pardon, mais je crois qu'il faut accepter ça et être, comme vous l'avez dit, dans le vivre avec. J'ai un deuxième échec qui s'appelle Romorantin. Je donne la date parce que c'est entre deux dates très importantes. On me demande de dessiner la transformation d'une friche industrielle, d'un quartier Matra à Romorantin, qui est une ancienne usine qui vient de fermer. Donc, pour signifier où se situe le maire, il vient de perdre 2800 emplois. Et vous pensez bien que son drame est sur sa ville et sur le maintien d'un habitat, avant d'être sur le maintien des logements. Et donc, je suis invité à faire le concours, et celui-ci, étonnamment, je le gagne. Et c'est un concours où on me propose de dessiner 400 logements à la place de l'usine. On est, au moment où je fais le dessin, en 2007. J'insiste, parce que 2007, pour deux dates qui vont faire comprendre votre émission, c'est après août 2005, où Katrina vient de frapper les États-Unis et vraiment détruire la Louisiane, avec des morts incalculables, et je crois qu'on parle de milliards de dégâts, et des populations que je retrouve, c'est-à-dire que ce sont les plus vulnérables qui ont été touchés, encore plus à la Nouvelle-Orléans, puisqu'ils vivent dans des côtes qui sont inférieures aux côtes de la mer, c'est-à-dire en côte négative, presque comme les polders en Hollande. Donc, ceux-là, dont les terrains valaient pas très cher, sont pas très riches et meurent, et donc sont même délocalisés. Ils partent à un autre endroit où ils subiront d'ailleurs d'autres catastrophes. Ça, c'est 2005. Mais en France, vous le savez, il faut toujours un petit écart entre le moment où ça se passe aux États-Unis. Mais ça arrive en France aussi. Mais ça arrive en France. Mais on est en 2007 quand je fais le dessin. Et l'autre date qui n'est pas encore là en France, c'est la tempête Xynthia en Vendée, qui là aussi tue des personnes, et qui tue des personnes parce que, comme à la Nouvelle-Orléans, on a laissé croire qu'une digue allait abriter la population. Donc, cette idée de dire « le monde ne change pas, on a compris que vous ne vouliez pas que ça change, et qu'on va vous mettre derrière l'illusion d'une digue », vous comprenez que et en Louisiane en 2005 et en Vendée en 2010, ces choses-là ont leurs limites. Sauf que là, nous sommes en 2007, et qu'est-ce que j'appelle un échec? C'est qu'en fait, j'arrive tout fier de moi, ça m'arrive, avec mes dessins de 400 logements, je travaille pendant 6 mois, 1 an, 2 ans avec l'architecte des bâtiments de France, parce que il y a une question patrimoniale, et au milieu de cette usine, il y a un bâtiment qui a été dessiné par un architecte-ingénieur absolument fameux qui s'appelle Heineby et qui invente le béton armé au début du XXe siècle. Et à ce titre, on me dit que tout est beau et tout doit être dans ce style-là, en fait. Voilà. Donc, je pense que je suis convoqué par la sous-préfète pour que les félicitations arrivent. Vous voyez, le genre de réunion, vous avez travaillé 2 ans, vous êtes très content de vous. Et alors, la fierté ultime. Évidemment, j'ai perdu le grand stade il y a 20 ans, je me dis cette fois-ci c'est gagné. Et vous arrivez, en fait, à côté de la sous-préfète, je reconnais évidemment l'architecte des bâtiments de France, je connais tous les services de l'État avec qui j'ai travaillé, la pollution des sols, la nature des hauteurs d'eau, sur la rivière actuelle que je considère très belle. Et puis, il y a un acteur que je ne connais pas, qui s'appelle un Gérope, qui a un très grand bureau d'études, et qui, lui, depuis 2004,
travaille à la question de l'inondation. Mais on ne l'a jamais rencontré. Je n'ai pas dit qu'il était sympathique ou pas. Et il ne nous a jamais rien dit. Vous voyez, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, vous avez travaillé sans cette personne, du coup. Voilà. Et lui, il dit très tranquillement, écoutez, j'ai fait mes calculs. On attend à cet endroit-là 1,20 m d'eau en période de catastrophe centenale. Mais comme en plus, on souhaiterait prendre un principe de précaution, ça sera 1,50 m. 1,20 m plus 30 cm. 1,50 m d'eau, c'est-à-dire pratiquement la hauteur d'une personne. À cette annonce, qui devait être le jour des félicitations, le promoteur privé avec qui je travaille me dit « Mais Eric, c'est juste impossible. » Lui, parce que ça revoyait tous les plans, en fait. Oui, et puis pour une façon de rentabilité, personne n'a envie de vivre dans 1,50 m d'eau. Ce que je peux comprendre. Oui, jusqu'à présent. Je me dis, oui, 1,50 m d'eau, c'est haut. Mais mon promoteur se sauve. Le maire, évidemment, est debout sur la table et dit, de mémoire de pêcheur, on n'a jamais vu ça. Donc là, il y a déjà deux mondes qui sont en train de s'affronter. Celui qui est très pragmatique sur le terrain et ceux qui essayent d'anticiper en fait une catastrophe pour l'éviter. C'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque population ne veut pas changer. Le maire, il ne dit rien d'autre que ça. Il dit, Romorantin a déjà vécu jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas nous changer notre monde. En plus, nos difficultés sont sociales, économiques. Et la sous-préfète, c'est-à-dire la préfectorale, je veux dire les services décentralisés de l'État, vous voyez, se posent là où se rassemblent le local, le maire et le national, la sous-préfète, dit une chose de prudence absolument évidente, comme si je vous disais, avant de prendre votre voiture, Chloé, mettez votre ceinture. C'est des messages où vous êtes en mobilette, mettez un casque. Où vous êtes en vélo, ne brûlez plus les feux rouges. Vous voyez, pardon, ça vous jusqu'à présent, on est d'accord. Vous roulez, mais il suffit de regarder les vélos en ce moment à Paris, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc, cette idée que la prudence est immédiatement signe de contestation de la liberté ou que la liberté peut s'opposer. Donc, en fait, s'opposent deux camps. Le promoteur disparaît et les services de l'État, c'est la première fois qu'ils sont tous ensemble. Ils me disent, Eric, qu'est-ce qu'on fait? Et je leur dis, j'en sais rien. Et c'est vrai. Oui, vous devez vous sentir démunis, j'imagine, quand mais à chaque question, vous le savez, Chloé, nous avons tourné ensemble La Tempête Alex, très belle émission d'ailleurs, mais à chaque fois je dis, je n'en sais rien. La Tempête Alex, quand Saint-Martin-Vésubie perd 161 maisons, évidemment que le maire veut les retrouver. Et évidemment que le préfet veut dire que la nature, le vert, si vous voulez, VERT, votre émission, devrait être là partout. Mais moi, c'est le vert VERS qui m'intéresse. C'est celui qui emmène les deux camps quelque part. Et c'est ça que je comprends. Et je leur dis, écoutez, on s'engueule une bonne fois, vous faites sortir tout le monde et vous restez que tous les deux. Je garde dans la même salle la préfète, enfin la sous-préfète, mais je vais dire la préfète et le maire. Donc là, vous entendez un rôle de médiateur, en fait. Ils pensaient que j'allais dire, on va mettre une digue. Mais c'était ça la solution qu'ils attendaient. Mais les deux? Les deux avaient envie de ça. La petite digue à mettre pour protéger et ne rien changer finalement à la fin. Les deux avaient envie de ça. J'adore vos questions. Et la préfète aurait préféré que ça soit qu'un jardin et plus la ville. Et je pense que ça aurait été un problème. Parce que se dire que la nature qui remplace tous les humains ne permettra jamais l'alliance entre les deux. Et le maire aurait préféré toute la ville et moins de nature, parce qu'il considère qu'il est quand même au milieu de la Sologne et que des arbres, il en a beaucoup. Vous voyez ces positions des grands espaces, et je reviens encore aux USA, mais dès qu'on a des grands espaces, on pense qu'on a fait le boulot. Quand je leur dis que je ne sais pas, ça leur plaît. Et quand je leur dis que c'est peut-être en se disputant encore qu'on va y arriver, ça leur plaît aussi. Et c'est ça que je leur propose, un dialogue. Et ils me disent, Eric, qu'est-ce que tu comptes faire? Je leur dis, j'ai toujours fait ça, je compte aller voir ce qui s'est passé ailleurs. Et je reviens à mon évaluation. Donc, je pars à Katrina. Je ne peux pas aller à la Faute-sur-Mer, ça n'a pas cassé encore. Je pars au Japon, voir comment ça a cassé. Je fais un grand tour dans les pays à nouveau scandinaves pour lesquels j'étais allé 20 ans plus tôt voir ce que j'appelle la colocation des jeunes travailleurs. Parce que finalement, on a gagné. On a fait revenir en France la colocation. Et aujourd'hui, vous avez en France un habitat en collectif, en colocation, et non pas individualisé. Là-dessus, la Caisse des dépôts nous a suivis, donc on ne perd pas tout le temps. Et je leur raconte des histoires. Économiquement, la digue ne peut pas marcher. Pourquoi ?
parce qu'elle coûterait plus cher que la construction du quartier. Ça, c'est intéressant. Là, je reviens encore de Manhattan, où on est en train de cercler l'île de Manhattan d'un mur de 5 mètres. Oui. Après 110, pour le dire, si je commence à rentrer là dans la deuxième partie C'est ce qui se passe aussi à Venise. des catastrophes. Ils ont créé cette grande digue pour freiner aussi Vous avez raison. Comme j'ai gagné avec 2 autres agences d'architecture, Jacob McFarlane et Martin Duplantier, la Biennale d'architecture de Venise cette année, en 2025. Je passe ma vie à Venise et j'en reviens. Et pareil, à Venise, ils sont très embêtés parce qu'ils ont mis en place, au bord du Lido, le projet Mosè, qui, pour sauver la vulnérabilité de la basilique Saint-Marc, qui est le point le plus bas de l'île, mais en gros de toute la ville moyenâgeuse, ils se sont dit qu'une porte fermée, ça serait pas mal. Oui, c'est ça le projet Mosè, c'est la fameuse digue qui lève et qui descend. En fait, vous avez Venise qui est une île, vous avez la lagune autour, et vous avez le Lido et après la mer. Et le Lido, il y a 3 trous. Ils ont fermé les 3 trous par des sortes de portes qui, au lieu d'être comme chez nous, comme ça, et de s'ouvrir comme ça, sont des portes qui sont comme ça. Et quand la mer monte, remonte comme ça dans un rapport où là, il y a de l'eau, et là, il y a de l'air, et elle s'envole. Sauf que la vulnérabilité de la ville moyenâgeuse a engagé un énorme travail qui est celle de l'observation de la vulnérabilité de la lagune elle-même, qui, si le Mosè se lève trop souvent, il va y avoir plus de pollution et plus de transformation de la nature elle-même, ce qu'on pourrait appeler les mangroves locales. Et la troisième vulnérabilité, et je m'arrête sur Venise, c'est celle du port, parce que pour l'instant, il y avait des très grands bateaux qui sont maintenant arrêtés, et puis il y a quand même une liaison avec le port qui, lui, est à l'intérieur de la lagune. Ce que je trouve passionnant quand on met en place un système d'évaluation, c'est qu'on a derrière un système de décision. Et là, l'autre jour, j'ai organisé une conférence sur les vulnérabilités avec le grand patron de la lagune, Pier Paolo Campostrini. Il nous a expliqué que les décisions entre fermer, ouvert et maintien étaient très compliquées. Et c'est ça que je comprends à Romorantin. On n'a pas les moyens de se payer une digue, je le dis, j'étais là-dessus. Manhattan, on ne construira jamais la digue jusqu'à Boston, par exemple, comme on a commencé à construire toute la côte est du Japon, donc on n'en aura pas les moyens. La deuxième chose, c'est que l'idée de la préfète de se dire que tout était nature et plus centre-ville, j'ai fait des dessins, y compris pour l'habitat des personnes âgées, dont j'étais spécialiste, en lui disant, mais si on ne les met pas là, où est-ce qu'on les met? Ça voulait dire fabriquer d'autres routes pour 5 km et mettre les personnes âgées à l'intérieur de la forêt de la Sologne. Vous avez entendu parler, par exemple, du dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, qui a été aussi débattu, tous les sénateurs trouvent que c'est injuste pour les élus. Et donc, c'est ça mon métier, c'est de dire, vous voulez une chose et vous ne voulez pas une autre chose, mais si vous faites ça, vous avez ça en plus et ça sera peut-être encore plus compliqué. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, mais les personnes âgées, ils sont mieux en centre-ville, un peu au bord de l'inondation, ou ils sont mieux à 5 km où plus aucune des personnes de leur famille viendront les visiter. Ils sont mieux en centre-ville, à un endroit où on a déjà des infrastructures de commerce, où on fabrique 5 km de route et de perte d'énergie. À ce moment-là, la préfète accepte une règle formidable que j'aimerais développer sur la France entière. Ok Eric, on fait une alliance, vous voyez, comme quoi les conversations, ça sera 20% pour la ville et 80% pour la nature. Ça, c'est une victoire inoubliable. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la ville comme le souhaitait le maire, ce n'est pas toute la nature comme le souhaitait la préfète, c'est 20% pour la ville et 80% pour la nature. Ce qui veut dire qu'on fait le projet sous cette forme-là ensuite. Et quand, en 2016, l'inondation rentre à Romorantin, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient raison sur la vision. Déborde, l'État avait eu raison de dire on réserve une place pour faire ce qu'on appelle un affluent temporaire de la rivière, parce qu'elle va prendre plus de place, c'est ce que j'appelle une régulation naturelle. Donc l'État avait quand même sacrément raison. La rivière prend ce chemin-là et s'épand et se calme dans les 80% qu'avait souhaité l'État. La deuxième chose qui m'interdise, mais qui est très importante pour tous les projets qu'on aura à faire, c'est l'État dit on ne fera pas ce qu'on appelle de déblai et de remblai, c'est-à-dire qu'on fera ni trou ni bosse. Eh bien là-dessus, je me fâche en disant non, vous faites une erreur. Il faut des trous pour garder de l'eau, il faut des bosses pour la calmer. Vous voyez, à nouveau, je reviens à mes enfants dans les jeux surveillés, c'est-à-dire que si vous calmez pas l'énergie du vent, si vous calmez pas l'énergie de l'eau, si vous calmez pas l'énergie de l'incendie, et vous le savez très bien, l'émission sur l'incendie était absolument formidable. À un moment, on peut même stopper le feu, ça vous l'avez raconté déjà. Eh bien, si vous ne pouvez pas avoir cette façon de vous battre avec de la surface sur l'énergie ou avec des creux et des bosses, vous n'y arrivez pas. L'État m'a laissé faire et on a fait ces 80% qu'avec des creux et qu'avec des bosses.
C'est-à-dire que les routes sont en bosse, ce qui permet aussi aux habitants, quand l'eau est arrivée, d'avoir un jour de plus de temps d'alerte pour se mettre à l'abri. Ce qu'on n'a pas eu à Valence, vous voyez, Oui. dans les épisodes. On a une d'Espagne, inondation dramatique à Valence il y a quelques mois avec de très nombreux morts. pratiquement 300 morts. Les creux vous contiennent de la quantité d'eau qui, pendant qu'elle est là, n'est pas plus bas sur les autres villages. Et ce jeu-là a conduit à avoir sur ce quartier-là, pas par hasard parce qu'on y a travaillé, 0 dégâts et 0 perte humaine. Et je dois dire que les 80% qu'avait imposé l'État ont fait que cet endroit-là était bien mieux que le premier dessin que j'avais fait à 400 logements. On n'en a fait que 180 quand même. Donc c'est pour ça que ce n'est pas toujours très simple les équilibres économiques, mais que les habitants ont la meilleure nature, le meilleur vert possible qu'ils n'avaient jamais eu. Mais si... Et vous avez ce retour-là concret de terrain? Vous avez Évidemment. des histoires où on vous dit justement, en fait, merci Eric d'avoir imaginé ça. Il y a eu plein d'émissions de télévision qui disent que, et c'est ça qu'on appelle vivre avec l'inondation, que quand on sait qu'on est dans un système, c'est ce que j'appelle, pour apprendre à nager, vaut mieux mettre un pied dans l'eau. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a déjà mis le pied dans l'eau, quand on sait qu'on ne va pas être emporté par la vague, c'est comme ça que j'ai appris, vous parliez de mon enfance, mais c'est comme ça que j'ai appris à nager sur la côte basque, avec des vagues énormes. Mais mes parents, ceux que j'appelle les gens un peu fixes, ils m'ont appris d'abord à nager à marée basse et pas à marée haute. Ils m'ont appris à nager dans le lagon des Alcyons et pas dans les grosses vagues de Parlementia. C'est-à-dire qu'on m'a appris très tranquillement à nager, en même temps qu'on me montrait l'étape d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes à marée basse, mais vous voyez la marée moyenne. Vous êtes à marée moyenne et vous voyez les vagues. Et à un moment, vous prenez plaisir à rester en apnée à 30 secondes sous l'eau et laisser passer une vague de surf à 2 mètres au-dessus de vous. C'est ça que j'ai essayé de faire avec Romorantin, c'est-à-dire arrêter de penser que toutes les catastrophes naturelles, que j'appelle jamais catastrophes naturelles, que j'appelle... Vous les appelez comment? Aléas. J'estime que ce sont des aléas sensibles, phénoménologiques. C'est-à-dire que j'estime que le vent, évidemment, si vous êtes en montagne à -20 et qu'il souffle fort, il va vous emmener vers une perdition. Mais si vous êtes à +40 et qu'il vous rafraîchit, il va vous ramener vers la vie. J'estime que l'eau que j'ai dans les inondations et que je vois toujours dans le même endroit avec la sécheresse ou la ressource. Vous voyez, c'est ça qui est très compliqué mais passionnant. Quand je suis dans la ville de Trèbes que je reconstruis après les inondations de 2018, vous êtes en train de parler avec des gens de 4 mètres d'eau qui les a submergés, au même moment où ils n'ont plus d'eau pour arroser leurs vignes et avec lesquels ils sont en train d'arracher les plants. Donc, ce jeu du vivant, c'est ça le jeu de l'aléa, ce jeu du vivant qui, évidemment, quand il est trop dynamique, vous tue, mais quand il est absent, vous tue aussi. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de dire, ce n'est plus jamais un risque, c'est toujours un aléa. Si on le comprend, on le devine, on en fera un plaisir. Et pour répondre clairement à la question des habitants de Romorantin, l'eau est montée quand même à 1,45 m. Ah bah quand même. Donc, ok. Donc, même le maire, il va nous écouter, a dit quand même. Il a même dit que c'était lui les 30 cm de prévention. Et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'à un moment, quand il a voulu être dans ce dialogue créatif et que l'État a dit 30 cm, il a dit 60 cm. C'est ça que j'essaye d'entraîner. C'est quand chacun comprend, parce que là, il avait eu le droit de faire une expérimentation pour sa ville, d'emmener sa ville jusqu'au bord du fleuve, d'une certaine manière. Il en était tellement satisfait qu'il était prêt à jouer le jeu de l'État. Alors que tout ce que je vois, quand le règlement arrive et vous oppose tout, pour être présent à chaque congrès des maires, on est en train d'assister à un divorce entre les élus et le niveau national. Donc, après, ça lui a plu, ce jeu. On ne peut pas passer outre le fait qu'on l'a vu tous dans les journaux télévisés, lorsqu'on a vu les inondations à répétition dans le Nord-Pas-de-Calais avec des personnes qui étaient épuisées psychologiquement de devoir tout reconstruire pour la 2e, 3e, 4e fois peut-être à Saint-Martin-Vésubie, après une première puis une 2e tempête, et on voit que le danger est toujours là. Moi, je me rappelle de ce moment où on s'est fait encercler par les habitants à Saint-Martin parce qu'ils voulaient des réponses, parce que ça faisait 3 ans, 4 ans où rien n'avait été fait encore pour eux. On sent quand même cette colère de ne pas comprendre aujourd'hui pourquoi on ne peut pas juste vivre en sécurité dans son village. La colère, on l'a vécue ensemble. C'est vrai qu'on a fait une émission où vous avez senti de manière palpable les gens dire pourquoi ce n'est pas déjà réparé. Et vous vous souvenez de notre réponse commune en disant
un, il faut donner du temps. Deux, de la connaissance. C'est ça qui est passionnant. Et trois, prendre les bonnes décisions. Alors, je suis dans 2 jours à animer un colloque sur le Pas-de-Calais et on était ensemble sur Saint-Martin-de-la-Vésubie. La première chose à dire à tous, c'est qu'un aléa, maintenant qu'on est d'accord sur le vocabulaire, on s'est mis d'accord sur le vert et vert, maintenant un aléa et non pas une catastrophe, hein, le vivant et non pas la détestation de la nature, c'est-à-dire ce problème-là, qui pourrait se résumer, si on fait un petit point théorique là maintenant, entre ceux, comme vous l'avez dit initialement, en introduction, ceux qui veulent l'étanchéité à tout ce qui nous arrive. Mais c'est pareil avec l'isolation thermique. Hein. C'est pareil avec le fait de ne plus supporter les autres. C'est l'étanchéité à tout niveau. Eh bien, si on joue le jeu de l'étanchéité, partout et tout le temps, on sera étanche à la nature. Et donc, on ne la comprendra pas. Et quand elle nous arrivera dessus, on aura des mauvais réflexes. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mon apprentissage de la natation. Je veux dire, il vaut mieux déplier sa tente quand il fait beau que le faire pour la première fois à moins 30 avec un vent à 150 km/h à 4000 mètres d'altitude. L'idée, elle est super simple. Je veux dire, si vous devez passer des nuits en haute montagne, il vaut mieux s'entraîner dans un pré en plein été à déplier sa tente. Parce que si vous êtes pris de court, vous serez vraiment pris tout court. Mais donc, pour les gens dans ces villages, c'est ça que j'essaye de leur raconter. Parce que les gens de Saint-Martin ne sont pas les gens du Pas-de-Calais. Les deux veulent rester, ça vous l'avez identifié. Et les deux veulent des réponses. Sauf que ce que j'essaye de dire là maintenant, c'est que la réponse dans le Pas-de-Calais n'a rien à voir avec la réponse à Saint-Martin. Tant qu'on n'a pas spécifié l'aléa, on n'a rien fait. Parce qu'il y a différents types d'inondations, oui, c'est ça, différentes situations. Vous l'avez vu, Chloé. À Saint-Martin, ce sont quand même des torrentiels. Donc, on ne peut même pas accuser l'urbanisation, qui est toujours sur tous les plateaux accusée, en disant vous avez trop construit. À Saint-Martin, au-dessus, ça s'appelle le parc Alpha, c'est des loups. Donc, et au-dessus, c'est des sommets. Donc, je veux dire, et l'eau tombe sur le plus haut village de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, on ne va pas accuser. Alors, on pourrait dire qu'on a accusé l'urbanisation de la Côte d'Azur, qui elle-même, effectivement, a réchauffé la Méditerranée, qui elle-même a fait des pluies stationnaires sur Saint-Martin. Ça, je comprends bien. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu entre atténuation et adaptation. Mais, puisque j'insiste sur les mots, tout le grand mouvement étanchéité, vous avez compris qu'il avait sa limite, parce que là, je pense que c'est ce qui se passe avec les envolées vers les planètes, c'est-à-dire c'est que certains qui pourront se payer l'étanchéité et d'autres qui resteront encore plus vulnérables. Et moi, je pense que le chemin que vous avez énoncé de dire on arrête de penser qu'on est derrière l'illusion de l'étanchéité, mais que le vivre avec, c'est un chemin à la fois plus intéressant socialement, et à la fois esthétiquement, et à la fois éthiquement. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, les gens de Romorantin, se sentant à l'abri, ont adoré le moment où le jardin s'est transformé en lac. Mais ils en ont fait même des photos, des reportages, où ils avaient l'impression d'avoir le lac d'Annecy ou le lac de Caume. Parce que reconstruire la ville de demain ou le village de demain, c'est arriver à embarquer finalement toutes les personnes qui y vivent dans un autre mode de vie et une autre façon de vivre. C'est excessivement bien résumé. C'est-à-dire que dans le Pas-de-Calais ou dans Saint-Martin, où une fois que vous avez dépassé le stade, ou pour dépasser le stade de « on ne reconstruira pas à l'identique », il faut 2 choses. Il faut un mouvement général de se dire que le changement est un bienfait. Le changement est un bienfait. Et la deuxième chose, c'est de le faire accepter, y compris financièrement. Vous l'avez dit en introduction, c'est pour ça que j'emmène maintenant les assureurs avec moi. C'est là-dessus que je suis sur le Pas-de-Calais, et même principalement la Caisse centrale de réassurance, la CCR, parce que pour l'instant, les assureurs, si vous regardez bien ce qu'ils font, ils vous réparent à l'identique. Et ça, c'est le point sur lequel... Même cause, même conséquence, on est d'accord. Il faut qu'on s'arrête maintenant. C'est-à-dire que quand je suis avec vous dans la vallée d'Alex, c'est quand même 1 milliard. Donc il est normal qu'après 3 ans, tout ne soit pas encore fait. Parce que d'abord, on n'a pas le milliard. Los Angeles et les incendies, c'est 100 milliards. D'ailleurs, les assureurs... 100 milliards hein. 100 milliards, à minima. Et les assureurs, qui ne sont pas les mêmes dans la solidarité qu'en France, ont réussi, parce qu'il y a 10 ans, eux, qu'ils ont compris, à ne rembourser que 3%. Donc ça va être l'État californien qui va rembourser et qui va se mettre en banqueroute. Bon, en France, on a quand même plein de choses formidables, il faut le dire. On a quand même inventé pour ces questions-là les PPRI, les plans de prévention de risque inondation, celui auquel je me suis frotté à Romorantin. On a inventé la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et des milieux inondables, qui est quand même formidable. Ça rassemble en même temps l'aléa inondation et le vivant. On a inventé le fonds Barnier,
quand vous étiez avec moi dans la tempête Alex. Mais c'est quoi le fonds Barnier? Le fonds Barnier, c'est quand une maison soit a été démolie, soit est à 50% en danger, c'est-à-dire du coup, si des gens vivaient dedans, ils seraient eux-mêmes en danger, on démolit la maison et on indemnise les habitants. Pour donner le chiffre, parce que celui-là, il est important, en fait, à Saint-Martin, quand on dit qu'on a perdu 161 maisons, en fait, on en a perdu 90 avec la tempête, mais il en restait 71 que l'État, donc la préfectorale, a jugées dangereuses pour y habiter. Ce qui veut dire que ce moment-là, où il y a une indemnité, une indemnisation des personnes, c'est déjà un premier moment pour changer le visage du village. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a demandé de dessiner. Dans le Pas-de-Calais, c'est pas exactement pareil, parce que l'eau qui est lente, qui monte lentement, et qui repart encore plus lentement, parce que c'est pour ça que les maisons s'abîment, c'est parce que l'eau met 3 semaines à repartir, fait que tout le monde veut rester. À un moment, tout le monde a voulu partir, mais je pense que les gens vont rester pour encore à nouveau une raison simple, c'est que si vous comptez, on va dire, une fréquence de crue tous les 5 ans, Chloé, et que vous dites même 3 semaines, ça fait que 3 semaines sur 5 ans, et 5 ans, ça fait, disons, 5 fois de 50 semaines. Donc c'est 3 semaines contre 250. Évidemment que les gens restent. Mais si je boucle avec les assureurs, vous avez réparé votre maison à l'identique, eh bien les 640 millions qu'on va dépenser dans le Pas-de-Calais, on les redépense dans 5 ans. Ou dans 4 ans, si je me trompe avec l'occurrence, ou dans 10 ans, s'ils ont de la chance. Oui, parce que souvent, ce que vous dites, c'est que vous réfléchissez, vous, plutôt pour la fin du siècle et pas pour l'instant T ou les 5 prochaines années, justement. Chaque fois que j'arrive dans un endroit, et c'est là que je me fais disputer, comme ça nous est arrivé à Saint-Martin, je leur dis, je vise pas un résultat pour la fin de l'année, mais un résultat pour la fin du siècle. C'est-à-dire que j'essaye d'emmener une génération, 2 générations, 3 générations. Ceux qui marchent avec ça, vont le faire pour 2 raisons encore. La première, c'est que le système assurantiel ne pourra pas suivre. Donc même si on prenait les mauvais chemins et qu'on répare le Pas-de-Calais pour 640 millions, dans 5 ans, vous avez vu les débats qu'on a sur les retraites, vous avez vu les débats qu'on a sur la vieillesse, vous avez vu les débats qu'on a sur les déchets, sur les ZFE. On n'aura pas cet argent collectivement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien un système collectif qu'il faut engager. Et la vraie question, c'est plutôt que le présenter, exactement comme risque et aléa, plutôt que le présenter du côté négatif, qu'est-ce que serait un bon changement? Qu'est-ce qui serait acceptable pour un bon changement? Je vous donne un exemple très simple. À Trèbes. Je reviens à Trèbes. Vous avez vu, j'ai des exemples très simples. On a parlé de Romorantin, c'était un premier test. J'essaye de suivre le fil quand même. J'ai parlé après de tous les exemples mondiaux de digues qui ne fonctionnent pas. J'ai été appelé sur 2 endroits qui sont la tempête Alex. Donc Saint-Martin-Vésubie. Voilà, mais j'avais aussi la vallée de la Roya et la vallée de la Tinée. Et là, on peut dire que l'idée de l'étanchéité, elle tombe assez vite parce que quand le rocher qui tombe sur la maison est plus grand que la maison, oui, ça va pas servir en 5 ans, il se dit que même si vous faites du double vitrage, même si vous améliorez vos fondations, même si vous avez une bonne isolation, quand le rocher est plus gros que la maison, il emporte la maison. Vous voyez, c'est des choses simples comme ça qu'il faut dire. Et donc, quand on arrive après sur la question du réinvestissement et du changement, je reviens pas à mes parents, mais à la société en général, personne ne veut le changement. Et donc, à Trèbes, 2018, 15 morts, 50 maisons enlevées maintenant qu'on sait ce que c'est par le fonds Barnier, qui étaient dangereuses. On enlève sur le site même de la rive droite du fleuve Aude un camping qui avait pris 4 mètres d'eau. Mais comme j'étais conseiller de la Fédération nationale de l'habitat de plein air, c'est-à-dire les campings de France, qui eux aussi se disent que plus ils sont au naturel, plus c'est leur carte de visite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je veux dire, un camping, c'est franchement les pieds dans l'eau à la mer, les pieds sous les montagnes à la montagne, les pieds dans la rivière à la rivière. Sauf que la montagne, elle est en train de perdre ses rochers ou même ses glaciers. Que sous les glaciers, ça fabrique des lacs qui se déversent. Enfin, tous ces phénomènes qu'on vient de vivre en Suisse il y a quelques semaines, comme le dirait à nouveau Valérie Masson-Delmotte. Plus ça descend, plus ça monte. C'est-à-dire avec les villages qui sont rasés. Et les lacs souterrains, qui sont des choses absolument gigantesques à évaluer, parce qu'on peut les mesurer. On voit bien que la question qui se pose, c'est, si vous dites au camping, parce que j'ai vécu ça, t'es plus là au bord de la rivière, mais t'es au bord de l'autoroute, il va dire je ferme. Donc il dira non. Et il a raison. On peut le comprendre. Mais on est toujours dans la même première histoire que je découvre entre la sous-préfète et le maire. Chacun veut dire ce qu'il croit. Et chacun a raison. Mais si chacun a raison à la première réunion, ça ne fait pas la deuxième réunion. C'est généralement là que je suis utile, parce qu'à la première réunion, chacun dit j'ai raison,
Et moi, je fais un dessin des 2 raisons. Je dis à la préfète, OK, on arrête la ville de Romorantin. Vous êtes sûr que vous avez raison? Peut-être pour la nature, mais pas pour la ville. Et le maire, je dis, OK, on dessine tes 400 logements. En plus, c'est moi qui les ai dessinés. T'es sûr que tu as raison? Je ne le tutoyais pas encore à ce moment-là. Et la préfète dit non, il n'a pas raison. Donc, vous voyez bien qu'on ne cherche pas un consensus. On cherche à trouver où on place le curseur entre 0, ville, qu'on pourrait appeler 100% vert, et 0, vert, qu'on pourrait appeler 100% ville. Ou 0 solidarité, ou 0 ou 100% étanchéité. C'est super basique. Et donc, quand je suis à Trèbes, le camping fait déjà débat. Et évidemment, les gars des campings me disent non, on préférerait rester là. Il y a quand même à ce moment-là des voitures dans les arbres. Des voitures dans les arbres? Oui, c'est-à-dire que... Je ne me rappelais pas de ces images. Mais oui, ils construisent des arbres pour faire le camping, parce qu'on dit toujours la nature, elle est là depuis 2 siècles. Mais en fait, quand vous regardez après la carte, du camping, j'insiste, c'est ça que j'appelle l'évaluation. En fait, le camping doit être sur un terrain plat. Et comme une maison, c'est toujours le plat qui pose problème. C'est ça l'architecture. Hein. Même en Grèce, le Parthénon, il est sur un terrain plat. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de terrassement ou de choses comme ça. Et même moi qui suis pour et contre, mais c'est un terrain plat. Sur ce terrain plat, vous mettez des arbres et entre les arbres, vous mettez des caravanes. Parce que vous avez à la fois la rivière, l'ombre, le paysage et le camping. Ça Donc l'arbre n'était pas là avant, c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement. La question, c'est qui est là le premier et qu'est-ce qu'on fait demain? C'est bien vert, votre émission. Donc, je prends ça pour les arbres. C'est à plat. Je leur dis, mais les gars, vous ne pouvez pas rester là, mais il y a une bagarre. Le maire, assez vite, lui, parce que ce sont 2 équipements municipaux, une école et une piscine. On se dit, la question de la piscine au bord de l'eau, moi déjà m'intéresse. Vous voyez, je suis sûr, Chloé, que d'ici quelques années, les piscines seront interdites au bord de mer. Pour l'instant, elles sont autorisées. Parce que c'est quoi le risque? Le risque, c'est la ressource en eau. Mais de l'autre côté, les pompiers en ont de temps en temps besoin. Mais on a le même débat avec tout ce qu'on appelle les grandes bassines d'eau. Donc, la question de l'eau qui noie et la question de l'eau qui meurt de soif, c'est la même. Et donc, on voit ça. On se dit, tiens, pourquoi pas nager dans la rivière et pourquoi nager dans une piscine? Vous voyez, c'est des questions de société. J'ai essayé de dire la même chose dans les Alpes, au-dessus d'Alex, mais ils voulaient encore des piscines super droites. Vous voyez, vous avez l'impression que vous avez la même piscine à Monaco. Je dis ça parce que Monaco et Saint-Martin étaient très proches, et en haut dans la montagne. C'est là où mon regard d'architecte est intéressant. Je ne dis pas que je suis passionnant, je dis que c'est intéressant de dire comment se fait-il qu'au bord de la mer et en haut, vous construisiez la même forme. Et je leur dis, mais en haut, construisez plutôt des cascades, des piscines cascades dans lesquelles on peut pique-niquer, dans lesquelles on a peu d'eau, comme ça on en a moins de ressources en mètres cubes, dans lesquelles c'est peut-être presque plus drôle, l'eau vous tombe sur la tête, vous n'êtes pas tous obligés de nager comme dans des couloirs, comme si vous alliez faire les Jeux Olympiques. C'est ces questions-là qui m'intéressent, la forme et le sens. Donc concrètement, ça signifie que l'architecture aujourd'hui des villes et redessiner les villes, c'est une question de société pour savoir comment est-ce qu'on veut évoluer. Et de choix. Mais comment est-ce que vous luttez contre la résistance au changement, puisque c'est ce qu'on a toujours connu. Alors, c'est là où j'arrivais, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand je leur dis, vous allez perdre votre piscine, ils me disent, ou elle est plus pareille, ou il y en aura peut-être une pour 2 villages. Là, ils entendent. C'est-à-dire que l'idée qu'elle sera mieux si elle est partagée. Je reviens à ma colocation, vous voyez. Et au collectif. Mais oui, je veux dire, pardon, enfin, à moins que je ne le sache pas, mais vous n'avez pas votre plage privée. Ah bah encore, en tout cas. Il y a donc bien des endroits de nature ou de verre, même si on les appellerait bleus, qui sont des endroits qu'on accepte de partager parce qu'on comprend qu'on ne peut pas les avoir chacun pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la grande question qu'on pose. Pourquoi il y aurait des choses chacun pour soi? C'est un peu ça. On est un peu sur un retour de l'individualisme en ce moment. C'est ça qui donne l'illusion de la digue. C'est-à-dire que chacun a pour soi son truc. Et donc, c'est plus possible. Et moi, je trouve ça pas mal que ça soit plus possible en vrai. Parce que là, si je reviens, l'autre chemin, c'est de dire, on consomme plus de pétrole. Ça s'appelle l'atténuation, pas l'adaptation. Moi, ça me va, l'atténuation. D'ailleurs, tout le système architectural est sur l'atténuation. On fait attention avec les matériaux, on consomme moins de ciment, on transforme le béton en bois. Mais tant qu'on consomme une goutte de pétrole, je continuerai à me battre sur l'adaptation. Et l'adaptation, c'est une plus grande transformation à condition, et je reviens à Trèbes, qu'elle apporte des choses positives et non pas négatives. Et donc, le maire est d'accord pour enlever sa piscine et son école, et il reste un lac. Et je dis un lac, c'est à nouveau un lac qui fait le miroir de la beauté de la ville, qui fait le plaisir des pêcheurs qui maintenant pêchent dans ce lac. Mais le lac, pas plus que les arbres du camping, est un truc ancien. C'est à nouveau un truc nouveau. C'est pour ça que je regarde juste avant le moment où ça a cassé pour savoir ce qu'on croit permanent, historique, eh bien, n'était peut-être pas là il y a 50 ans. Et donc ce lac, à nouveau, pour être plat, il a un grand talus
Et ce grand talus, c'est ce qui a empêché l'eau pendant l'inondation de passer sous le pont. C'est ça qui tue tout le monde. Il y a Édouard Philippe qui est venu visiter le chantier que je démarre l'autre jour. Il m'a dit, mais Eric, mais vraiment, tous les enfants devraient voir ça. Il faut qu'on monte ça à toute la France. Oui, parce que ça paraît... Quand on est sur On a place, pas l'impression que c'est possible. quand on est sur place, on voit que le talus du lac et le talus du camping ont empêché l'eau de passer sous le pont et ont fait des bords. C'est-à-dire que je prends volontairement ces deux exemples. Un camping, c'est naturel. Un lac, c'est naturel. Eh bien, la position du lac et du camping empêche l'eau de partir. Tout est accepté pour partir, sauf le lac, parce que les pêcheurs se mettent vraiment dans une révolution. On est quand même, et je suis toujours dans ces systèmes-là, à 1 an des élections municipales, et les pêcheurs font groupe. Vous voyez bien, si on vient de lâcher à nouveau les zones à faible émission, c'est à nouveau pour une question politique. Il y a le changement et il y a la politique. Et puis il y a l'économie et puis il y a les décisions. Et donc, c'est ça que je fais comme débat. Et donc, le maire, qui est quand même vraiment un garçon intelligent, qui a envie de faire bouger les choses, hein. Entendez bien ça, Chloé. Hein. Tous les endroits où on arrive à faire bouger les choses, il faut déjà un maire courageux. Je veux dire, le maire, C'est la clé aujourd'hui pour pouvoir permettre de changer ça. Et un maire pas fâché avec l'État. C'est 2 défis. Donc, il faut en plus qu'il soit quand même très diplomate. Généralement, c'est moi qui suis le fusible des engueulades, des disputes, mais c'est un maire courageux et pas fâché avec les services de l'État. Et donc, la question du lac de Trèbes est passionnante parce que les pêcheurs sur place étaient bloqués. Donc, le maire nous fait rencontrer la Fédération nationale de pêche, où on cherche des hypothèses. Puis, on rencontre la Fédération départementale. Puis, on fait des réunions. C'est à nouveau 3 réunions. Je ne dis rien sur le fait que je ne suis pas payé pour faire toutes ces réunions, parce que un architecte, c'est payé pour faire des travaux. Et donc, il y a bien un nouveau métier qui est en train de se dessiner. Pardon, vous m'entendez, ce n'est pas forcément que de la passion, c'est l'idée de vouloir faire bouger les choses. Et au moment où on est avec le niveau départemental, on se rend compte qu'il y a plusieurs formes de pêche. Absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, vous perdez le lac, mais on en propose 4. Une qui est le street fishing, c'est-à-dire que vous pêchez en ville et il y a le canal du Midi qui est juste là. Donc on va leur dire, on va installer des aires pour pêcher en ville. C'est juste génial, c'est un succès fou. Vous voyez, c'est l'idée du contraste maximum entre la vie urbaine et la pêche. C'est comme si je vous emmenais pêcher au bord de la Seine. C'est pas mal. Il y en a une autre, on va au plus sauvage. Il y a une petite rivière qui s'appelle l'Orbiel. Tout en haut, il y a des truites que personne ne regarde depuis des années et qui sont magnifiques. Donc, on fait 1 en ville, 2 au plus sauvage, 3, je leur dis, quand même, on a un fleuve qui est là. Est-ce qu'on pourrait, idée tout à fait fondamentale, faire un chemin des pêcheurs pour qu'ils pêchent dans le fleuve lui-même, celui qui a dévasté. Et on accepte l'idée de fabriquer un habitat pour les poissons. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée où la nature s'oppose entre habitat des non-humains vivants, les poissons, et habitat des hommes, eh bien, elle vole en éclats. Pour qu'on pêche, on va fabriquer un habitat de poissons. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de poissons dans la rivière. C'est l'idée que, au lieu de se dire que la nature est naturelle, sanctuarisée et qu'on n'a jamais le droit d'y toucher, ce qui pour moi a souvent un inconvénient, eh bien, on va fabriquer une augmentation du naturel. Vous voyez, comme si... Et c'est à ce moment-là où vous arrivez justement à engager les gens. Ils se disent, on avait un truc, on pensait le perdre. Eric en est déjà à 3. Enfin, le maire, une communauté, on est déjà à 3 idées. Et la 4e, on a trouvé une 4e idée, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait un lac à 5 km qu'on pourrait mutualiser, c'est-à-dire que les 2 fédérations de pêche vont se recentrer sur ce lac et que ça sera encore plus sympa parce qu'il y aura un meilleur aménagement, des poissons plus extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais m'arrêter là, on acceptera le changement que si on est capable, dans une alliance de conversation rude, de trouver des modes d'habiter vers demain, vraiment vers demain, qui sont plus intéressants que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui m'arrivait quand j'étais gamin. Je me dis, pourquoi le monde n'est pas plus intéressant que celui que je connais et pourquoi je ne vais pas m'y employer? Et je pense que là, Romorantin, le quartier que j'ai fait, est plus intéressant pour me faire une critique à moi-même que celui que j'avais pensé dessiner quand j'étais un architecte du XXe siècle et quand finalement un échec m'a obligé, je dis bien m'a obligé personnellement à devenir un architecte du XXIe siècle. Non, personne ne fait ça avec plaisir. Sincèrement, quand j'ai perdu 2 ans de boulot, les honoraires, je me suis pas dit c'est génial, je vais faire une émission avec Chloé Nabédian et je vais dire à quel point je suis valeureux et j'y pense depuis que je suis enfant. Ça m'a obligé à aller vers une autre destination. Quand j'étais scout, ça m'a obligé à prendre la pluie dans la forêt. Quand j'ai fait le chasseur alpin, ça m'a obligé, et je n'étais pas content d'aller le faire, un service militaire, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais en 83, j'ai dû faire, au moment de mes études d'architecture,
un service militaire où je suis parti en montagne. Ils m'ont fait quand même dormir 200 nuits dans la montagne. J'ai appris évidemment le froid, le vent, la neige et les avalanches. Et à la fin, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je ne partais même pas en permission. Je restais de garde pour sauver la vie des gens. Ceux qui m'inquiètent aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui arrivaient de Paris, qui pensaient qu'en une journée, ils allaient braver le massif des Écrins, ni regarder la neige, ni regarder le temps, ni regarder la qualité des événements, et pensaient qu'ils allaient traverser ça et rentrer à Paris. Évidemment, je suis un Parisien, mais cette question de l'étanchéité, je dis ça, j'ai 3 enfants, s'il pleut, elles ne sortent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le drame. Justement, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que vous avez été obligé effectivement de vous transformer. Et lorsqu'on cherche ce métier aujourd'hui qui n'existe pas, j'ai l'impression que vous êtes seul en fait aujourd'hui à proposer ce type d'architecture aujourd'hui. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité que je suis un peu seul à tendre la main vers, l'idée de l'évaluation, parce que tout le monde pense que chacun a en soi l'invention, et je trouve assez modeste que l'idée qu'on évalue puisse être un chemin vers l'invention. Je suis assez seul à l'idée de se dire qu'il faudrait convoquer la table des disputes assez tôt, qui nous éviterait bien des difficultés, parce que un maire d'une petite commune qui met 2 ans à fabriquer un dossier sur lequel un service de l'État, de manière tout à fait sensée, lui dirait non, ça ne fait que de la mauvaise humeur et ça fait que perdre du temps. Et personne ne se comprend. Donc je me dis, commencez pas à ce que l'autre ne sait pas, ni ce que l'autre sait, autant qu'on se fasse, comme là maintenant, une petite réunion pour qu'on se dise tout. Comment on fait pour aller chercher d'autres architectes pour vous suivre? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même une clé essentielle aujourd'hui pour mieux vivre dans le monde qui va se dessiner demain, qu'on voit déjà aujourd'hui. Il y a un endroit très simple qui s'appelle les écoles d'architecture. J'enseigne d'ailleurs depuis 40 ans. Depuis 1985, j'enseigne à l'école d'architecture. Et les jeunes, justement, ces jeunes architectes qui vont bientôt arriver? Je crois que les écoles d'architecture sont en train de comprendre qu'effectivement, inventer une nouvelle démarche serait très utile, mais c'est très compliqué parce que ça veut dire que les étudiants que je gère, moi je gère plutôt les 5e années, ils sont dans des systèmes d'école qui sont elles aussi un peu étanches et on n'arrive pas à les sortir à l'extérieur. Donc il faudrait inventer des systèmes. Je veux dire, quand vous êtes à l'école d'archi, il n'y a pas une chance que vous croisiez un maire ou un préfet. Donc ça, c'est une très grande question. Comment on fait un moment? Est-ce que c'est au moment du diplôme ou à un moment où c'est après? Mais il faut inventer une nouvelle pédagogie. Pas celle du conflit, celle de l'invention par la rencontre. Vous voyez, à chaque fois, je fais très attention sur le vocabulaire. Mais je crois que les écoles d'archi sont formidablement importantes. Je fais un travail formidable aussi pour et vers les services de l'État. Je pense que la pensée en silo, c'est compliqué. Vous voyez, quand on était à Saint-Martin-Vésubie, on a un service rivière, mais on a un service loi montagne, puis on a un service mouvement de terrain, puis on a un service biodiversité. C'est parmi les hommes ou les femmes les plus compétents au monde. Donc la question, ce n'est pas la compétence. La question, c'est la superposition des silos et accepter que les décisions soient super courageuses. C'est-à-dire que si on n'a pas des décisions courageuses, mais quand je disais les maires, je dis aussi ça pour les services de l'État, mais surtout la population. Parce que les transformations que je suis en train d'opérer, en faisant des promenades par exemple à Romorantin, c'est qu'il y a des gens qui trouvent les promenades pas si mal et qui s'y promènent. C'est-à-dire qu'ils lâchent leur voiture. Si je leur avais dit, espèce d'idiot, arrête de rouler en voiture et en plus prends-en une électrique, ils m'auraient dit que j'étais un idiot. Si à l'inverse, je mets ces îles de Sologne dans un dispositif qui rappelle l'endroit où Léonard de Vinci a même pratiquement dessiné Chambord, tous ces grands châteaux au bord de l'eau, on est dans un rapport à une esthétique, à une symbolique, à l'idée d'une vie plaisante. S'il y a un message clé très rapide que vous aimeriez donner à ceux qui nous écoutent, ce serait lequel? Ça serait que le changement, c'est une bonne chose, mais à condition qu'il soit anticipé et accompagné, à condition que les risques deviennent des aléas qui soient toujours des éléments de vie et des éléments sensibles. L'eau, le vent, le feu, même qui pourrait réchauffer par une soirée fraîche d'hiver. Revenir à toujours ce qui risque de nous étancher des autres et de la nature. Parce que même quand on vous dit que votre maison, pour ne pas avoir de déperdition thermique, va être complètement isolée, c'est le chemin assuré sur la climatisation. Alors que on sait que la climatisation, c'est quelque chose qui, à nouveau, va nous fabriquer du réchauffement dehors. Donc, il faut comprendre
que se mettre à l'abri d'une certaine chose, c'est de temps en temps engager les autres vers plus de dynamiques dangereuses. L'isolation pour certains, et finalement plus de chaleur pour les autres. La digue pour certains, et finalement plus de flux pour les autres. Donc je pense que ce que je dirais, c'est que cette notion d'abri ouvert, à décliner entre qu'est-ce qu'on veut comme abri et qu'est-ce qu'on veut comme ouvert, n'est pas une décision qui est que chez les politiques. D'ailleurs, les politiques peuvent être à un niveau local comme à un niveau national. Elle n'est plus que chez les architectes, qui pendant tout le XXe siècle ont pensé qu'un dessin ferait société, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt le jeu de la conversation entre un dessin et la société qui est important. D'ailleurs, je fais toujours 3 dessins, celui qui est impossible, celui qui est à discuter, et celui qui est peut-être le début d'une hypothèse. Et la 4e chose, une fois qu'on a eu le courage des élus, qu'ils soient locaux et nationaux, ma vraie cible, c'est la population. On ne fera rien sans la population. On le voit bien, la population veut s'abriter et refuse de temps en temps de changer. C'est la population vers laquelle on s'adresse. Les architectes, on en a dit un mot, il faut les former autrement. Mais le vrai public, c'est la population qui ne va pas passer sa vie à demander de l'aide au maire ou au préfet et qui va savoir, lui tout seul, à quel moment il s'aventure dans les montagnes, il va se baigner, il fabrique quelque chose avec les rivières dans son quotidien. Et si en plus, ce rapport au vert, VERT cette fois-ci, de sa vie, l'emmène vers un destin plus intéressant, là, il marchera avec nous. Ou la population marchera avec nous tous. On va finir cet entretien avec quelques questions. Je les pose à chaque invité. Juste, je vous pose la question et vous me dites ce qui vous vient en premier à l'esprit. Si je vous dis vert demain, vous pensez à quoi ? Je pense à la couleur. C'est vrai que vous êtes jaune sur un fond bleu. Donc je me dis que... Tout à fait. Il faut... Avec des plantes vertes. Voilà. Que la question du vert demain, c'est effectivement le T ou le S, mais qu'il faut un mélange pour y arriver. Et ça ne sera pas le vert avec le T tout seul. J'imagine que plein de sociétés sont en train de faire leur transformation énergétique. Mais que le vert demain, c'est pour atteindre cette couleur-là, il va falloir se colorer. Et se colorer, c'est donc un travail à plusieurs. C'est pour ça que je parlais du mélange entre le jaune et le bleu. Et que c'est aussi étonnant, le jaune et le bleu, que ce que peuvent me dire le préfet et le maire d'un côté. Il y en a un qui est bleu et l'autre qui est jaune. Et tous les deux disent un vert, mais ils ne savent pas encore comment on mélange 2 couleurs primaires. Un objet chez vous qui vous ressemble particulièrement ? Une feuille de papier blanche et pourtant beaucoup d'idées dans la tête avec un crayon, pour pouvoir les exprimer immédiatement et qu'elles soient critiquées aussi vite. Est-ce que vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes visionnaire ou pragmatique ? Pragmatique et empirique. Vous échangez votre vie pendant 24 heures. Vous choisissez qui et pourquoi ? Je prendrais un garçon comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte. De grands scientifiques, oui, du climat. Parce que je trouve que le chemin qu'ils viennent avec calme, patience, qui viennent nous faire parcourir et qui nous ramènent toujours à la connaissance, me paraît invraisemblablement héroïque. Le monde en 2050, selon vous, résumé en 3 mots. Il se jouera dans un mélange entre des endroits où on sera à l'abri et des endroits où on prendra plaisir à s'ouvrir à la nature. Et que quand elle sera un peu tempétueuse, on se mettra très tranquillement à l'abri, mais tout ne sera pas abri et tout ne sera pas ouvert. Un rêve fou que vous n'avez pas encore lancé ? De se dire que on pourrait régler la question du pétrole, même si je joue l'adaptation, on pourrait régler de la question énergétique. C'est pas un rêve fou, c'est qu'on éviterait de dépasser les 4 degrés, parce que, pour le dire en conclusion, tous les dessins que je fais sont possibles avec, on va dire, un 3 degrés mondial, donc un 4 degrés en France, parce qu'on est dans un système qui est, lui, un peu plus chaud que le reste de la planète. Mais après 4 degrés, tous les dessins que je fais et l'engagement vers la population ne servent plus à rien, parce que là, les choses vont être vraiment trop dynamiques pour qu'on puisse les supporter. Et enfin, si vous réécoutez cet épisode dans 10 ans, est-ce que vous pleurez, vous rigolez, vous dites que c'est pas si mal quand même ? Je pense que ça sera une date, parce que j'ai toujours des dates en tête, non pas celles de ma naissance, mais les dates comme 72, les dates comme 2005, les dates comme 2010, de Cynthia, de Katrina. Et je pense qu'il y aura une date, Chloé Nabédian, qui nous dira là, c'est le moment où, si on ne le fait pas, eh bien, on est encore plus responsable.
Là, maintenant, vous avez toutes les infos, en tout cas, pour la suite. Merci beaucoup, Éric, pour cet entretien. Merci. Vous venez d'écouter l'histoire d'Éric Daniel Lacombe. C'est un architecte qui a compris qu'on ne gagnerait pas la bataille des conséquences du changement climatique contre la nature, mais bien avec elle, face aux inondations, aux glissements de terrain, alors pas aux catastrophes naturelles, mais aux aléas qui se répètent. Il invente une nouvelle voie, celle du dialogue, de la prudence et surtout de l'adaptation collective. C'est une architecture qui n'est ni un repli ni un renoncement, mais une nouvelle façon d'habiter notre territoire en acceptant son mouvement, son rythme et parfois ses excès. Parce qu'au fond, il ne s'agit plus de rêver un monde parfait, mais d'imaginer comment, collectivement, tous ensemble, nous pourrons continuer de vivre dans nos villages et dans nos villes demain. Merci Éric et merci à vous d'avoir écouté ce podcast parce que parfois entendre une histoire, c'est déjà faire un premier pas vers demain. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette histoire, parlez-en autour de vous et pour nous aider, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter parce que cette histoire pourrait peut-être inspirer d'autres personnes à agir plus concrètement. Merci à vous et à très bientôt.